J'attends juste. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette webconférence. Ce soir, on est là pour bien vivre avec son myélome au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas en bas à droite à nous faire un petit bonjour, bonsoir et de où vous venez. C'est également à cet endroit-là là où vous pourrez poser les questions pour nos professionnels qui sont là. Et je vais laisser la parole à Bernard qui modère cette webconférence. Écoutez, bonsoir à chacune et à chacun. Donc, je suis heureux de me retrouver avec les docteurs Margaret Macro et Cécile Sontag pour animer cette webconf sur comment bien vivre son myélome au quotidien. Je note que pour certains, leur lieu de résidence doit les aider à bien vivre au quotidien, la Camargue, la Suisse. Bon, j'ai rien contre les grandes villes, mais bon, voilà. Je pense que c'est un premier choix de vie. Voilà. Mais donc, plus sérieusement, donc, on espère que cette webcom d'une durée d'1 heure vous donnera la possibilité de vous exprimer et j'en suis sûr que vous aurez des réponses tout à fait pertinentes de nos deux intervenantes encore ce soir, dont je sais que l'une et l'autre, au-delà de vous accompagner, d'accompagner le mieux possible leur patientèle en termes de choix médicaux, ont le souci de les accompagner dans leur vie quotidienne et de leur apporter, de leur suggérer, de leur apporter des propositions pour mieux vivre au quotidien ce myélome multiple. Voilà. Merci Bernard. On fait un léger point sur Myélonet si vous ne connaissez toujours pas la plateforme. Donc c'est une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24. Très simplement, il suffit d'aller sur le site de live3m.org, de vous faire un compte. C'est entièrement gratuit et de suivre les flèches qui sont sur la slide pour arriver sur le MOOC. La première fois que vous allez y accéder, on vous demandera juste un identifiant. Donc, évitez, s'il vous plaît, de mettre votre adresse mail. Mettez, je ne sais pas, un surnom, un pseudonyme. Et votre qualité, donc si vous êtes patient, proche aidant ou professionnel. Et donc, ça se présente après sous forme de cours. Actuellement, donc, il faut savoir qu'effectivement, Myélonet est ouvert toute l'année, hors grande période de vacances scolaires ou les fêtes de fin d'année. Et c'est aussi plus de 600 inscrits et plus de 330 commentaires. Donc, n'hésitez pas à vraiment nous rejoindre. Voilà. Et puis on peut se dire qu'on on est content en fait de la promotion de la publicité qu'on fait au travers de ces différentes webconf parce que voilà, on a vu vraiment un réel regain d'activité au sein de cette plateforme et c'est un encouragement pour, rappelons-le, que cette plateforme en termes de contenu est possible grâce à un engagement très fort de l'ensemble des médecins de l'IFM et puis d'un groupe de bénévoles là, qui mouillent la chemise pour suivre tous les commentaires qui sont faits au jour le jour ou pour également donc actualiser et améliorer les contenus. Voilà, je pense que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il y a quelques supports PowerPoint, diapos qui sont proposés. Je ne sais pas qui démarre, de Margaret ou de Cécile. Je vous laisse. D'habitude, on faisait ça en 2 parties. Donc, moi, je suis Dr Margaret Macro. Oui. Donc, je travaille à Caen. Je m'occupe plus spécialement du myélome et des gammopathies. Et j'ai vu la naissance, ça ne s'appelait pas Myélonet, ça s'appelait Ma vie avant, qui a été fondée grâce au dynamisme de Bernard Delcourt, dont on a la chance d'avoir ce soir. Donc, c'est vraiment lui, le chef, comment dire, d'orchestre. Et c'est vrai que ça a du succès. Maintenant, en plus, c'est en ligne tout le temps. Donc, moi, je donne toujours l'adresse de la F3M à chaque fois que je vois un nouveau patient. Je les encourage à aller y piocher toutes les informations utiles, validées par un conseil scientifique, plutôt qu'à l'ère des réseaux, d'aller chatter, on ne sait pas trop où. On en reparlera sûrement tout à l'heure. Donc, d'habitude, on n'a pas le temps de rediscuter avec Cécile. Moi, je faisais la première partie parce qu'elle, c'est la spécialiste en France de l'activité physique programmée. Je dis aux patients qu'elle fait faire même de la boxe
à des patients avec un myélome et ça les surprend beaucoup. Enfin bon. Donc ce soir, le thème, c'est des soins de support et des thérapies complémentaires. Alors tout d'abord, quelques définitions. Les soins de support ont été définis par l'association justement des soins de support en oncologie. Et donc c'est tout ce qui entoure la prise en charge d'une maladie, là en l'occurrence le myélome, hors le traitement spécifique. Donc le traitement spécifique, vous en avez déjà entendu parler avec les traitements de première ligne, de la rechute, des sujets greffables ou non. Et la semaine prochaine, je crois, vous avez la conférence sur toutes les nouvelles immunothérapies, les CAR-T, les bispécifiques. Donc, ce soir, on parle de tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la prise en charge des symptômes qui sont induits par la maladie elle-même, qui est une maladie qui donne des douleurs, de l'asthénie, et par les traitements qui eux-mêmes peuvent avoir des effets secondaires, comme beaucoup de traitements efficaces. Et donc, on essaye d'améliorer cette prise en charge par beaucoup de thérapies qui ne sont pas forcément très ésotériques. Donc, on va voir peut-être au fur et à mesure en fonction des symptômes. Il faut savoir que maintenant que le traitement spécifique a fait mais vraiment d'énormes progrès, on se pose beaucoup plus la question de comment vivre mieux avec, puisqu'avant, malheureusement, la vie était nettement raccourcie par la maladie. Donc là, il faut, quand on est en rémission, même si elle n'est pas complète, pouvoir profiter de ce que offre la vie tous les jours et donc essayer de minimiser tous les effets secondaires du traitement ou les séquelles à ce stade. Donc, comment faire mieux pour vivre au quotidien, même on ne peut pas revenir à l'état 100% parfait d'avant la maladie, mais on peut quand même corriger beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il y a des diapositives après pour… voilà, c'était la définition de l'AFSOS. Donc, c'est l'ensemble des soins et soutiens qui sont nécessaires parallèlement. On ne choisit pas des traitements non médicamenteux contre le traitement, la prise en charge spécifique, c'est vraiment à côté. Et donc on en a parlé pour diminuer les effets secondaires et assurer une meilleure qualité de vie. Et maintenant, c'est devenu un sujet tellement important que quand on fait une étude sur les nouveaux traitements, à chaque fois, il faut l'accompagner d'une évaluation de la qualité de vie par des questionnaires, des autoquestionnaires. Enfin, c'est validé. Donc, juste un mot pour dire que le myélome se caractérise quand il est symptomatique. Donc, et dans ces cas-là, il nécessite bien sûr un traitement spécifique par ce qu'on appelait les critères CRAB, qu'on appelle encore les critères CRAB. Et donc, CRAB, c'est un acronyme. C, c'est la calcémie, donc c'est une maladie qui donne une hypercalcémie. R, c'est le rein, donc c'est une maladie qui peut donner une défaillance de l'épuration rénale. A, c'est l'anémie, donc une baisse des globules rouges. Et B, c'est un acronyme anglais, donc B, c'est pour os, bones. Et donc, chacun de ces symptômes peut être pris en charge, bien sûr, par le traitement de la maladie, c'est la base, ce qu'il faut faire en premier, mais en plus, donc, il y a des traitements qui peuvent accompagner cette prise en charge spécifique, et notamment pour l'atteinte osseuse. Donc, il y a une décalcification, une sorte d'ostéoporose avec des trous dans les os. On donne ce qu'on appelle des biphosphonates, qui sont un médicament qui bloque la résorption osseuse, donc il diminue les conséquences, les fractures, les tassements de vertèbres associés au traitement spécifique. Il y a aussi les traitements locaux, par exemple la radiothérapie, la cimentoplastie et la kyphoplastie qui visent à renforcer certaines vertèbres touchées. Donc tout ça, ça fait partie de la prise en charge de la maladie osseuse. L'anémie, on peut donner, en dehors des transfusions, des agents stimulant l'érythropoïèse, le plus connu étant l'érythropoïétine. Il faut faire attention parce que ça peut augmenter les risques de thrombose. Et quand on commence un traitement chez un patient qui a un myélome avec une anémie, l'anémie peut se réparer très vite parce que les traitements maintenant sont efficaces, donc il ne faut pas dépasser la cible qu'on s'est fixée en raison des risques de thrombose. Donc le rein, en fait, il n'y a pas de traitement spécifique pour traiter le rein, en dehors bien sûr de la dialyse, mais on évite d'y arriver. Donc c'est surtout une prévention. Il faut savoir que le rein du patient qui a un myélome est beaucoup plus fragile, donc il faut éviter de se déshydrater quand il fait très chaud. Ce n'est pas encore le moment, mais ça va venir. Quand on a une diarrhée, quand on a de la fièvre, donc il faut vraiment veiller à bien boire de l'eau, bien sûr, aromatisée ou non, bicarbonatée ou non. Et il faut mieux éviter trop de bicarbonate, mais en tout cas, il faut prévenir. Il faut prévenir si c'est un médecin qui ne vous connaît pas, vous avez cette pathologie, et donc éviter par exemple des antibiotiques ou des médicaments comme des anti-inflammatoires qui peuvent donc fragiliser le rein.
La thrombose, c'est de la phlébite, donc c'est une veine qui peut se boucher. Donc c'est un risque qui est augmenté par la maladie elle-même, par le myélome. Et en plus, on donne, nous, des médicaments, par exemple, comme les immunomodulateurs, le Revlimid, pour ne citer que lui, ou les nalidomide, qui favorisent aussi la thrombose. Le fait d'avoir des tassements et d'être immobile, c'est aussi un facteur favorisant. Donc, il faut vraiment prévenir par des anticoagulants. Et actuellement, on a des anticoagulants oraux, donc on n'utilise pratiquement plus que ça, ceux qui sont bien éliminés par le rein. Donc, mais il faut savoir que ça peut exister même sous prévention. Donc, si on a mal à un mollet, si le mollet gonfle, il durcit, il faut prévenir son médecin. Les infections, c'est redevenu vraiment au premier plan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là et parce que maintenant, on utilise des immunothérapies qui elles-mêmes peuvent favoriser de façon importante les infections, des anticorps bispécifiques notamment, dont on voudrait parler la semaine prochaine. Et donc, il faut absolument donner des antibiotiques en prévention, convaincre tous les patients, même ceux qui sont réticents, à se faire vacciner, notamment contre la grippe, le pneumocoque. Là, on parle beaucoup du Zona parce qu'il y a la publicité à la télé, du laboratoire, mais il faut savoir qu'il faut se faire vacciner aussi contre la grippe tous les ans. Donc, il faut vraiment avoir une couverture vaccinale la plus efficace possible parce que être en rémission et faire un séjour en réanimation à cause d'une infection, c'est quand même dommage. Et la neuropathie, malheureusement, est le prix à payer avec certains traitements, notamment les inhibiteurs du protéasome en sous-cutané comme le bortezomib ou le CAD. Et donc, il faut surtout faire attention, dépister le moindre symptôme. Alors, on a une chance, entre guillemets, c'est que c'est donc les patients pensent souvent en parler, mais il faut que les médecins, les infirmières qui les prennent en charge posent aussi la question, parce que dès la moindre douleur qui peut évoquer une neuropathie, je crois qu'il y a une diapositive après où on précise les caractères de ces douleurs, c'est des douleurs comme très particulières. Et il faut diminuer la dose, voire même arrêter certains médicaments, et puis prendre en charge la douleur elle-même, parce que ce sont des douleurs très particulières qui sont vraiment difficiles à tolérer. Et en plus, on a parfois des séquelles après, donc il faut s'adresser aux spécialistes pour minimiser au maximum, même s'il peut rester quelques douleurs, l'impact sur la vie quotidienne et la qualité de vie dont on parlait tout à l'heure. Vivre avec une neuropathie, ce n'est quand même pas facile. Donc la douleur, c'est une maladie qui est douloureuse, d'atteinte osseuse. Elle est présente chez 70% des patients diagnostiques, donc ça fait quand même beaucoup. Ça fait presque les 3/4 et peut survenir en cours de la maladie. Donc, bien sûr, c'est des douleurs osseuses, on en parlait tout à l'heure. Il y a une décalcification, il y a des fractures spontanées pour des petits traumatismes vraiment minimes. Il y a des tassements de vertèbres, donc ça fait très mal. Hein, les fractures, ça fait mal. Il y a les douleurs de la phlébite, on en a parlé tout à l'heure, c'est la douleur du mollet. Il y a les douleurs de la neuropathie à type de brûlure. Tout ça, ce sont des douleurs physiques qui sont dues à la maladie elle-même ou à certains traitements. Et puis, il y a la douleur morale, il ne faut pas la négliger. C'est une maladie qui est devenue maintenant chronique et donc c'est encore plus difficile parce que le moral, il peut tenir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on vous dit que vous avez un traitement de 3 ans, déjà c'est dur à supporter, mais quand on vous dit que vous avez un traitement et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra l'arrêter, c'est encore plus difficile. Donc, il faut prendre aussi en charge les coups de mou, on va dire, enfin, en tout cas. Il y a aussi des vraies dépressions. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la maladie et des traitements sur le psychisme. Et la prise en charge, donc il faut traiter la cause. Donc, bien sûr, si c'est un tassement de vertèbres, on a parlé tout à l'heure des kyphoplasties, il faut de toute façon traiter la maladie elle-même, donc avec le traitement spécifique, et y adjoindre, quand c'est nécessaire, des traitements locaux. Donc, il y a les antalgiques de Pallian, c'est les plus simples, c'est le paracétamol. Souvent, ça ne suffit pas. Quand il y a une fracture de vertèbre, on a besoin souvent de recourir au morphinique, même pour une période courte. Donc, il faut bien sûr faire attention aux effets secondaires, à la somnolence. Il y a des patients qui tolèrent moins bien que d'autres, comme avec tous les médicaments. Il y a aussi la prise en charge non médicamenteuse, par exemple l'auto-hypnose. On a un intervenant dans le service qui passe régulièrement et qui arrive chez les patients réceptifs à faire contrôler la douleur et diminuer la consommation d'antalgiques et de morphiniques avec des exercices qui se font après chez soi à domicile. Et il y a aussi des traitements
spécifiques des douleurs neuropathiques. Donc, la gabapentine sont des traitements qu'on donne plutôt dans des indications neurologiques, comme la dépression, mais dans des douleurs neurologiques, ça fonctionne pas mal, mais ce n'est pas une panacée. Donc, il y a des patients en plus qui tolèrent mal ces traitements. Il faut vraiment adapter au cas par cas. Et souvent, on a maintenant, de toute façon, partout, dans tous les hôpitaux, pas uniquement les CHU, mais les CHG aussi, ce qu'on appelle les équipes douleur, qu'elles soient mobiles ou avec un service dédié et dédié. Et quand on n'arrive pas à prendre en charge de façon satisfaisante ces douleurs, bah, le plus simple, c'est d'adresser les patients. Bah, nous, on travaille beaucoup avec nos collègues, parce qu'il y a toute une équipe. Il y a un médecin spécialisé dans la douleur, il y a la psychologue, il y a l'ergothérapeute. Enfin, il y a une prise en charge qui est globale. Ils utilisent aussi des traitements spécifiques. Vous avez la capsaïcine, donc c'est un principe actif qui est dans les piments, et ça s'applique en patch. Et parfois, quand les traitements à visée générale donc, et à prise orale ne suffisent pas, on recourt à ces traitements-là. Et il y a, comme je disais, la prise en charge aussi de techniques d'hypnose qui peut aussi aider au traitement de la douleur neuropathique. Donc ça, c'était la douleur. Comme autre retentissement, la diapositive suivante, voilà, la neuropathie, vous voyez, est quand même assez fréquente. Au diagnostic, elle passe souvent un peu au second plan parce qu'il y a les douleurs osseuses qui sont importantes. Elle n'est pas très, très symptomatique, mais elle est surtout déclenchée par les traitements. Alors, des immunomodulateurs beaucoup moins qu'avant. Avant, il y avait un traitement qu'on appelle le thalidomide, dont on se sert qui donnait systématiquement, au bout d'un certain temps, c'était cumulatif, une neuropathie qui n'entraînait pas de douleur. Donc les patients ne s'en apercevaient pas, ils n'en parlaient pas forcément. C'était surtout une neuropathie qu'on dit déficitaire, c'est-à-dire qu'il y avait des troubles de la sensibilité. Et à la fin même de la motricité, les patients arrivaient déjà lourdement handicapés. Et en plus, c'était une neuropathie qui ne régressait pas. Donc, avoir un manque de sensibilité dans les mains ou dans les pieds, ça devient vraiment gênant. Il y a des chutes quand on marche, on peut tomber des objets, on peut se blesser. Donc, c'est une neuropathie déficitaire vraiment très, très difficile. Et là, pour le coup, on n'a aucun traitement pour diminuer ces séquelles. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que de nouvelles molécules ont été développées, comme le lénalidomide, le pomalidomide, actuellement l'iberdonide, qui est en cours d'essai, qui donne beaucoup moins de neuropathie. Ce n'est pas qu'ils n'en donnent pas du tout, mais par rapport au thalidomide, c'est le jour et la nuit. Et puis, je vous disais tout à l'heure, il y a les inhibiteurs du protéasome, donc le chef de file étant le Velcade ou bortezomib, qui lui donne des neuropathies douloureuses. C'est vraiment des douleurs particulières, c'est des fourmillements, des sensations bizarres quand les patients se touchent la peau, et des charges électriques, questionnaire. Et si vous répondez 4 oui, voire plus, on sait que la douleur est en faveur d'une douleur neuropathique et donc il faut diminuer le traitement, voire l'arrêter. Donc voilà, là vous avez ce qu'on a dit, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est les caractéristiques de la neuropathie, donc rien de plus. Alors la fatigue c'est plus difficile. Pourquoi? Quand c'est une fatigue qui est liée directement à l'anémie, c'est compréhensible. Je vous ai dit, on peut transfuser quand l'anémie est vraiment très importante. On peut introduire des agents stimulant l'érythropoïèse, mais souvent il n'y a pas d'anémie et les patients se disent fatigués. Pourquoi? Parce qu'il y a des traitements eux-mêmes qui fatiguent. Le lénalidomide peut donner des troubles de la concentration, de la fatigue, de la somnolence. C'est pour ça que souvent on conseille aux patients de le prendre le soir. Ça peut être dû à d'autres traitements. Par exemple, le pomalidomide est parfois très bien toléré. Parfois, il y a des patients qui ne le tolèrent pas du tout et on est obligé de l'arrêter. Donc, ça peut donner de la fatigue. Et puis, il y a les troubles du sommeil. Et les troubles du sommeil, ils peuvent être dus à la douleur, aux effets secondaires du traitement. Donc, souvent, la fatigue est, comme on dit, plurifactorielle, c'est-à-dire elle est due à plusieurs causes. Et il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, la douleur morale. Il y a aussi le pendant qui est la fatigue psychique. Quand on est fatigué, on l'est physiquement, on l'est psychiquement, on l'est aussi sexuellement, on n'en parle pas beaucoup, mais la maladie et le traitement peuvent retentir sur les rapports.
Alors, la prise en charge est d'autant plus compliquée que les causes sont multiples. Donc, si on a une cause anémie isolée, c'est facile. On prend en charge la cause, on transfuse, on donne de l'érythropoïétine, mais comme je le disais, la plupart du temps, c'est multifactoriel. Et pour ce qui est des troubles du sommeil, par exemple, l'asthénie psychique, il n'y a rien de tel, rien ne vaut l'activité physique adaptée. Ça, Cécile va, si vous n'êtes pas déjà convaincu, vous convaincre tout à l'heure. C'est vraiment, ça a été démontré scientifiquement. C'est pas juste pour vous occuper qu'on vous dit faites de la marche, faites. C'est valable pour toutes les maladies, y compris pour la dépression. On sait très bien que les patients qui ont une activité physique, pas forcément très importante, hein, pas de compétition, mais régulière surtout, consomment moins des médicaments, moins d'antalgiques, moins d'antidépresseurs. Et donc, c'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie maintenant de la prise en charge non médicamenteuse du myélome. Alors, je crois qu'on passe à cette partie-là tout de suite après, non, Audrey? Voilà. Donc, je laisse la parole à Cécile et moi, je prends le relais pour répondre au chat parce que j'ai vu que vous posiez beaucoup de questions. Donc, on ne peut pas répondre aux questions personnelles individuelles, mais on est là pour répondre surtout sur le plan, on va dire, général, hein, parce qu'on ne connaît pas vos dossiers, bien sûr. Cécile, c'est à toi. Merci. Donc, je pense que c'est effectivement très important de pouvoir discuter maintenant de la prise en charge globale du myélome. Il n'y a encore pas si longtemps, tous les hématologues étaient vraiment très soucieux du traitement et puis d'arriver à pouvoir maîtriser une maladie qui était agressive et parfois vraiment incurable de façon rapide. Actuellement, avec les résultats des nouveaux traitements, on va pouvoir aussi vous conseiller et vous orienter. Le but, c'est vraiment de poursuivre la prise en charge avec d'autres professionnels qui vont vous aider à mieux vivre avec votre myélome. Je crois que s'intéresser à ça, c'est aussi le signe qu'on a fait des progrès thérapeutiques et que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les patients atteints d'un myélome étaient exclus de toute prise en charge d'activité physique adaptée, de cure. On leur disait restez sagement assis dans votre fauteuil et surtout ne bougez pas trop parce que vous risquez de casser au niveau osseux. Donc, c'est clair que tant qu'il y a de la douleur, il faut s'occuper de la douleur pour essayer de la calmer. C'est ce que vous disait le docteur Macro. Moi, je vois, ça fait maintenant aussi bientôt un bout de temps, hein, plus de 20 ans que je m'occupe des patients atteints de myélome, et la différence de prise en charge, elle a été vraiment impressionnante. J'imaginais pas pouvoir parler d'activité physique et de myélome il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et c'est en fait les patients qui m'ont convaincu que c'est ce qu'il fallait faire, parce que je voyais une nette différence entre les patients qui gardaient une masse musculaire et ceux qui n'avaient pas du tout d'activité physique et qui étaient extrêmement sédentaires. Donc, moi, je regarde toujours le dos des patients quand j'examine les patients et c'est clair que la masse musculaire, elle s'examine assez facilement, simplement quand on regarde le dos, parce que votre colonne, c'est aussi l'endroit où la maladie, parfois, elle a fait des dégâts. Parfois, vous avez perdu des centimètres parce que vous avez fait des tassements, mais les muscles qui sont de part et d'autre de la colonne, ils peuvent s'entretenir pour que vous gardiez une stature qui soit adaptée, que vous ne vous courbiez pas en avant parce qu'il y a de l'immobilité et de la raideur qui sont aussi liées à l'âge. Donc, plus vous allez vous grandir, rester debout, faire de l'activité physique, moins vous allez avoir de douleur et mieux vous allez supporter nos traitements. Donc, vraiment, je pense que c'est important de se dire qu'il y a deux phases. La phase aiguë de la douleur où il n'est pas question de dire c'est coûte que coûte, il faut bouger, non. Mais une fois que les douleurs liées à la maladie s'estompent, vous encouragez à bouger. C'est la meilleure des choses pour accompagner la prise en charge du traitement. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas faire de choses qui soient risquées ou dangereuses, mais qu'il faut adapter cette activité physique. Et quand on me pose la question, quel sport je dois faire, quelle activité physique je dois faire, actuellement, je réponds celle qui vous plaît, celle qui vous fait plaisir, celle dans laquelle vous vous sentez bien et celle qui est régulièrement réalisable. Parce que si vous faites une marche nordique tous les 2 mois, ça ne marchera pas et ça ne servira pas à grand-chose. Il faut avoir une activité physique régulière, répétée,
Donc, bien sûr que, par exemple, le fait d'aller marcher, et notamment la marche nordique, parce que vous avez des bâtons, c'est une très bonne chose. Mais moi, je découvre plein d'activités physiques avec les patients. Il y a des fans de tai chi, il y a des fans de natation, il y a des fans de sport asiatique, dont je ne saurais même pas repérer le nom, mais franchement, il n'y a pas d'activité physique qui est interdite, si ce n'est celles qui ont de gros impacts. Donc, c'est clair que si vous faites du parachute, compliqué, du VTT en descente, compliqué, mais après, même la course à pied, on y arrive en l'adaptant, en le faisant de façon douce, et puis en prenant attention au chaussage, attention à ne pas avoir de douleur, mais on se rend compte que en fait, l'os, il a besoin de mouvement, et les principales études qui ont montré ça, c'était les études qui étaient faites avec les astronautes. Parce que les astronautes qui sont sans impact du tout, ils se retrouvaient avec une ostéoporose fracturaire quand ils rentraient de leur voyage dans l'espace. Et donc, on sait, si vous les voyez faire du sport tout le temps, c'est pour garder de la masse musculaire, mais c'est aussi et d'abord pour garder un os qui fonctionne et qui se reconstruit. Donc, plus vous allez bouger, plus vous allez aider à avoir un os qui se reconstruit. Donc, les recommandations OMS, l'idée, c'est de faire peu, mais régulièrement. Donc, pas une balade de 4 heures, mais une activité cardio-respiratoire de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Vous voyez que déjà, c'est beaucoup. Il faut garder une musculature, et pour ça, il faut essayer de monter les escaliers au moins 2 fois par semaine. Il faut essayer de travailler votre équilibre. Et la meilleure façon de le faire, très souvent, c'est de trouver soit un groupe, soit un kiné, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous coacher. Parce que c'est pas facile de faire une activité physique régulière quand on est seul, à moins d'aimer ça et de le faire depuis longtemps. Mais parfois, le fait d'être en groupe ou le fait d'avoir quelqu'un qui vous coach, c'est une très bonne chose, et on encourage les patients à avoir une activité physique avec quelqu'un qui supervise. Donc moi, le premier relais, c'est avec le kinésithérapeute, et après, c'est des coachs sportifs qui sont formés. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'activité physique? C'est aussi pour vous éloigner des fake mails. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer ça, parce que très souvent, vous allez être la cible parfaite pour prescrire des médicaments qui ne servent à rien. Vous voyez que là, il y a de l'homéopathie de Revlimid, de l'homéopathie de rayon X, et ça, c'est des choses qui étaient distribuées et qui le sont encore dans certaines pharmacies, en tout cas dans l'Est de la France. C'est faux, en fait. Mais vous allez être appâté par des promesses de médecine miracle, où on vous dit qu'on va stimuler votre immunité avec un stimulant des cellules NK-cell. Vous voyez qu'ils ont fait attention de ce qu'ils mettaient sur leur boîte, et on le voit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les forums, vous allez être la cible de certaines personnes mal intentionnées qui vont vous vendre le produit miracle il suffit de prendre 3 gélules et puis on retrouve la forme, l'immunité. C'est totalement faux. Il faut une alimentation équilibrée et il faut bouger. Et bien sûr, il faut maîtriser le myélome. Dans certaines fois, il faut apporter des immunoglobulines avec les nouveaux traitements, notamment pour que l'immunité elle ne soit pas trop en baisse par rapport au risque infectieux. Mais il n'y a pas de molécule miracle qui va stimuler votre système immunitaire en prenant des gélules de perlimpinpin. Donc, moi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, je n'avais pas ce discours-là. Et puis, petit à petit, j'ai vu des patients qui devaient prendre des naturopathies toutes les 3 heures, y compris la nuit, des gens qui payaient des sommes phénoménales de plus de 200 € par semaine pour des traitements naturels pour stimuler leur immunité. Et je me suis dit, ça suffit, en fait. Il faut aussi qu'on vous prévienne de ça, parce que malheureusement, vous êtes les cibles de gens malhonnêtes. Donc, pourquoi est-ce que l'activité physique, comme le disait le docteur Macro, ça stimule l'immunité? Ça, il y a des études publiées dans de grosses revues qui montrent que plus vous gardez une masse musculaire élevée, plus vous allez fabriquer des molécules qui vont stimuler vos cellules sanguines, qui vont stimuler vos lymphocytes notamment, pour à la fois vous défendre contre les infections, mais aussi pour pouvoir même lutter contre les cellules tumorales. Donc la sédentarité, le fait de rester dans un canapé toute la journée, en mangeant des chips, c'est malheureusement pas du tout ce qu'il faut faire. Alors c'est clair que quand on a mal et qu'on est fatigué, peut-être que l'activité physique, ça va être 10 minutes par jour, mais c'est déjà ça. Et puis ensuite on répète, et on le fait de façon régulière, et on essaye de garder une masse musculaire. C'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille pour essayer de lutter contre ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est le fait que le muscle fond. Et quand le muscle fond, il y a plein de phénomènes physiologiques qui s'enchaînent. Donc là, je montrais effectivement que l'activité physique, on peut trouver des activités physiques que vous trouveriez complètement inadéquates. Donc à Strasbourg,
depuis longtemps, depuis 10 ans maintenant, il y a effectivement un boxeur qui vient. L'idée, c'est pas de faire de la boxe tous les vendredis avec un groupe de patients, mais l'idée, c'est de montrer aux patients que n'importe activité physique, elle s'adapte, qu'on arrive à pouvoir se fixer de nouveau des objectifs qui soient individualisables, de monter en haut d'un sommet, de se retrouver avec un groupe pour pouvoir bouger ensemble, de manière à se fixer un objectif qui soit pas, alors je ne demande pas de faire un marathon ou un ultra trail, c'est pas le but du tout, mais de se fixer des objectifs, ça veut dire maintenant je sais que je veux aller faire cette randonnée avec des amis, je vais m'entraîner pour, en fait. Je vais me mettre un planning en me disant tous les dimanches, je vais aller marcher un peu plus longtemps et dans la semaine, je vais le faire de façon régulière. Et c'est comme vous êtes comme des sportifs de haut niveau, vous n'arriverez pas à obtenir votre objectif si vous n'avez pas fait un entraînement régulier. Et donc, mettez votre entourage dans la boucle, proposez à vos proches d'aller avec vous en disant, tu sais, pour moi, parfois, c'est difficile, j'ai pas envie, mais si je sais que je dois y aller avec toi, ça me permettra de retrouver l'énergie pour le faire ou de ne pas abandonner parce que je me sens fatiguée. Et la balade, elle est peut-être courte, mais voilà, si vous le faites avec quelqu'un de plaisant, et ça reste un bon moment. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de voir quel sport vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de manière à pouvoir adapter les choses et puis évoluer au mieux. Je pense que le mieux vivre avec son myélome, c'est d'abord et avant tout retrouver une qualité de vie. Hein. C'est une joie de commencer la journée et c'est parfois pas facile. Hein. On le voit en voyant des patients myélome toute la journée qu'il y a des moments de blues et il y a des moments de difficulté. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler et que, par exemple, le soutien psychologique qui fait partie aussi de cette capacité à mieux vivre avec le myélome. On voit dans les exemples que vous dites qu'il y a plein de gens qui retrouvent une gaieté et de retrouver une capacité à lutter contre la neuropathie, notamment au travers du mouvement. Je pense que c'est vraiment important que vous trouviez qu'est-ce qui vous fait plaisir de manière à pouvoir le poursuivre au long cours. Alors, j'ai essayé de revenir dans les questions s'il y a des choses plus particulières. Oui. Moi, je voudrais merci pour vos interventions respectives. Moi, j'ai un peu balayé les questions. Il y a une question qui m'a d'ailleurs été posée avant cette webconf. Dans le traitement d'un myélome multiple standard, il y a une période un peu particulière, c'est le traitement d'entretien qui dure un certain temps. On peut dire le certain temps, c'est plusieurs années. Et c'est vrai que voilà, il y a eu des questions. On m'a posé la question, est-ce que avec du réduit au long cours, on connaît les problèmes de diarrhée, mais quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut être confronté à des éruptions cutanées spontanées? Et aussi, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question concernant des problèmes d'audition qui seraient provoqués. Voilà. Est-ce que sur ces effets secondaires indésirables, vous pouvez nous en dire plus? Alors, le lénaludomide, quand on le prend au long cours, la plupart des plaintes que sont relatées par les patients, c'est effectivement le côté digestif. La plainte la plus fréquente, c'est l'accélération du transit. Avec souvent, les patients me disent il y a certains aliments, je suis sûre que ça va provoquer une diarrhée, d'autres non. Et effectivement, le lénaludomide peut être un accélérateur du transit extrêmement pénible, avec des besoins d'aller à la selle impérieux. En fait, tout d'un coup, il y a certains patients qui n'osent même plus sortir par peur d'avoir une diarrhée qui les invalide. Donc, effectivement, c'est en discutant avec le médecin, que le patient explique qu'on cherche en fait quelle est la meilleure solution. Il y a effectivement des médicaments qui freinent le transit, comme le thiorphan ou l'imodium. Il y a le questran qui va plus provoquer des selles qui sont plus compactes. Il y a des changements dans l'alimentation. Voilà, c'est vraiment un dialogue en fait pour trouver le moyen d'essayer d'améliorer cette qualité de vie. Je dirais, dans la majorité des cas, on arrive à trouver, et c'est le patient avec le médecin dans un dialogue qui trouve qu'est-ce qui est le plus facile. Il y a le côté photosensibilisation du lénaludomide, il faut faire attention au soleil. Ça donne plus vite des coups de soleil et vous avez un risque cutané, donc il faut penser à se protéger. Certains patients ont effectivement des éruptions cutanées et parfois, malheureusement, on est obligé d'arrêter les IMID si ces éruptions cutanées sont trop violentes. C'est arrivé, hein, je pense qu'il y a des fois, on est coincé parce que les patients ne supportent pas les IMID, c'est-à-dire cette classe de molécules orales qui peut donner des complications cutanées.
Et après, sur ce qui est des troubles auditifs, c'est pas le premier effet secondaire décrit, mais clairement, moi, j'en ai déjà vu, tout comme aussi une sensation de brouillard mental ou d'impression de réfléchir moins vite, d'avoir comme une espèce de lenteur à l'idéation qui est décrite par les patients et qui diminue franchement à l'arrêt bulénalidomide. Donc, ça fait partie des effets secondaires qui nous sont souvent relatés avec une exacerbation de la neuropathie, c'est-à-dire que la neuropathie qui était un peu là, quiescente, elle réapparaît un peu. Il faut arriver à trouver le moyen de pallier ces effets secondaires et de trouver les molécules. Voilà, c'est du tâtonnement souvent. Donc, il n'y a pas de recette miracle non plus. Okay. Il y a une question qui m'a semblé aussi intéressante, c'est qui n'est pas évoquée dans les soins de support. C'est aujourd'hui, quand on a un certain âge, on peut se voir proposer de faire une cure. Parce que je pense que des malades du myélome doivent être confrontés à de l'arthrose, plus ou moins de façon importante. Alors, voilà, quelle est votre position et quelle cure proposer à des malades du myélome? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de cure spécifique myélome, mais après, effectivement, c'est ce que j'essayais de répondre, les cures rhumatismales, parce que c'est des pathologies plus fréquentes, en fait, souvent, elles sont bien adaptées et les patients, ils sont très contents. Donc, il faut juste, effectivement, faire attention aux risques infectieux, prévenir les médecins de la cure qu'on a cette pathologie, qu'on est sous traitement oral encore, mais moi, j'ai des patients qui ont bénéficié de cures, soit au bord de la mer, avec la possibilité d'avoir aussi des soins avec des jets d'eau ou des. Moi, je pense qu'il faut discuter avec son médecin traitant de quelles sont les cures qui sont disponibles autour de chez soi ou un peu plus loin, mais il n'y a pas de contre-indication en soins à faire des cures, au contraire. Ok, merci. Il y a aussi une question, on a bien vu qu'avec un myélome multiple, on a un système osseux qui est un peu bousculé, et un participant là, à cette webcam dit, ben voilà, on doit me poser une prothèse. Alors, je ne sais plus si c'est une prothèse de hanche, peu importe. Et est-ce qu'il y a des précautions particulières pour un malade atteint du myélome qui est confronté donc à des problèmes articulaires qui peuvent conduire les médecins à lui proposer une prothèse? Voilà, est-ce que ça se passe aussi bien, la pose d'une prothèse, pour un malade du myélome que pour une personne standard, si je peux m'exprimer ainsi? La question posée était par rapport à celle à laquelle j'ai répondu, c'était un myélome indolent. Donc, quelqu'un qui a un myélome indolent, pour moi, il faut qu'il prévienne l'anesthésiste de la pathologie. Et c'est toujours le cas. Après, quand quelqu'un a un myélome, il faut clairement que le chirurgien aussi soit averti de ça, parce qu'il y a une fragilité osseuse qui est à prendre en compte. Donc, c'est des patients qui sont plus fragiles, mais après, il n'y a pas de contre-indication, sauf s'il y a une lésion qui peut être embêtante. Et si c'est le cas, les chirurgiens osseux, maintenant, ils savent comment gérer les choses. Ils vont être plus attentifs. Il y a certaines prothèses qui ne peuvent pas réaliser si jamais il y a une atteinte, par exemple, du fémur. Mais en discutant avec les orthopédistes, moi, je trouve, j'ai pas en tête de contre-indication à la mise en place d'une prothèse, mais il y avait certains types de prothèses où l'orthopédiste ne voulait pas à cause du myélome. Mais c'est parfois plus complexe, oui, avec une vigilance par rapport au risque infectieux en post-opératoire, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir de prothèse de hanche si on a un myélome qui est bien contrôlé. D'accord. Il y a d'autres exemples ou d'autres idées en tête? Non, je disais, pour les prothèses, il faut faire appel à un chirurgien qui a vraiment l'habitude, parce que c'est un os qui est très fragile. Et donc, si on met une prothèse qui ne tient pas, qui se décèle dans les mois qui suivent, après, le tout est de le trouver. Mais ce n'est pas une contre-indication du tout, mais il faut vraiment faire appel à un chirurgien qui a l'habitude, qui fait les examens préopératoires pour voir quelle est la nature de l'os sous-jacent, notamment un scanner, pour voir quel type de prothèse il peut proposer aux patients. Et il y a effectivement une surveillance accrue en raison du risque infectieux, mais si vous voyez des patients au début, on faisait beaucoup de corticoïdes, qui ont fait des ostéonécroses de hanches, il y en a même qui se retrouvent avec 2 prothèses, une de chaque côté, et ça s'est bien passé, donc ce n'est pas une contre-indication d'avoir Parfois, on veut même une prothèse, justement, parce que la maladie est découverte sur une fracture du col avec une nécrose de la tête. Et c'est le traitement pour remettre les patients debout, parce que rester alité, ce n'est pas une solution plus qu'on a un myélome.
Donc, on peut aussi être amené à mettre des prothèses, des emplouages préventifs quand on voit justement sur les TEP scans, puisque maintenant on fait beaucoup de TEP scans, que l'os est fragilisé, qu'il est aminci et qu'il risque d'y avoir une fracture. On peut traiter même avant que la fracture ne survienne. C'est beaucoup mieux parce qu'on ne le fait pas en urgence et souvent la chirurgie est plus facile. Alors, il y a une question sur la surdité brutale. Alors, moi, j'ai répondu que c'est plutôt d'origine vasculaire quand c'est brutal. Hein. Les traitements donnent plutôt des surdités progressives. Ce n'est pas une complication très fréquente avec les traitements actuels du myélome, la surdité. Donc, je pense qu'il faut de toute façon voir un ORL pour voir quelle est l'origine, si elle est neurologique, si elle est liée à une atteinte de l'oreille interne. Donc, ça peut être en effet en rapport avec une neuropathie, mais c'est souvent progressif quand c'est comme ça. Il y a aussi certains antibiotiques qu'on n'utilise plus tellement maintenant, qui appartiennent à la famille des aminosides et qui donnaient des surdités, mais actuellement, on les utilise pratiquement plus, en tout cas chez les patients avec myélome. Merci. Il y avait une question qui concerne les patients jeunes en âge d'avoir une activité professionnelle. Est-ce qu'on doit faire un maximum pour reprendre son activité professionnelle? Alors, ça me permet de dire que sur la plateforme Myelonet, il y a un cours dédié à cette problématique-là qui est en ligne depuis quelques semaines maintenant, hein, mais bon, c'est une question qui a été évoquée aujourd'hui. Moi, j'entends dire que par rapport à la situation d'il y a quelques années, de plus en plus de malades du myélome sont amenés à reprendre une activité professionnelle, pas forcément celle qu'ils pratiquaient avant. Hein. Voilà, quel est votre avis par rapport à ça? Enfin, est-ce qu'il faut encourager un malade myélome jeune à retrouver une activité professionnelle? Bien sûr, c'est ce que j'ai répondu. Alors, au début, je répondais, mais pas dans le bon ordre. Mais pour moi, c'est vraiment la… Parce que je ne suis pas sûr que les gens voient toutes les réponses qui sont… Oui, ça défile un peu vite. Oui. Mais ce que je disais, c'est qu'au contraire, c'est le meilleur moyen pour tourner la page. Un jeune qui a fini son traitement, qui a eu son autogreffe, la consolidation, qui a fini l'entretien, ou même en cours d'entretien, s'il tolère bien l'entretien par l'énaldomide, qui n'est pas trop fatigué, qui n'a pas d'effet secondaire, on ne reprend jamais de façon à plein temps comme avant. On commence toujours par un mi-temps ou un temps partiel. Après, tout dépend du travail. C'est vrai que si c'est un travail qui entraîne une fatigue physique importante, si c'est un travail de manutention, c'est quand même plus compliqué que lorsqu'il s'agit d'un travail de bureau. Donc, il faut vraiment adapter. Donc, il faut en parler aux médecins traitants. Il faut en parler à l'hématologue, il faut en parler aussi aux médecins conseils. En tout cas, pas reprendre comme ça, mis en tête, en se disant qu'on va faire ce qu'on faisait avant. Parce que quand on a été arrêté pendant 3 ans, les premiers jours peuvent être très difficiles. Donc, il faut toujours passer, je pense, par un temps partiel au début. Mais moi, j'encourage tous les patients. On a une consultation aussi dédiée de retour au travail pour toutes les hémopathies, notamment pour le myélome, les patients jeunes. Donc, les médecins sont disponibles et ils voient les patients, ils font le bilan avec eux. Et plus plus on a de patients qui reprennent le travail, plus c'est synonyme de retour à une vie normale. Enfin, nous, on est contents, en tout cas. Moi, je suis contente en tant que médecin. Quand un jeune patient me dit « j'ai repris le travail », il y en a même qui arrêtent très peu, juste au moment de la greffe. Donc, ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Je pense qu'il faut déjà être motivé pour reprendre le travail. Il faut aimer le travail qu'on faisait avant. Il faut être dans une ambiance qui encourage à reprendre le travail. Il faut y aller avec plaisir, parce que c'est vrai que si on faisait un travail qui n'intéressait pas, on y allait à reculons, c'est pas après avoir été malade et traité pour un myélome qu'on a envie de le reprendre. Mais l'attitude a changé. Alors après, c'est fonction de la situation de chacun. Hein. Plus on a de responsabilités et plus quand on revient après une longue absence, on peut avoir un poste qui a moins de responsabilités. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Hein. Je pense qu'on voit de plus en plus de patients qui reprennent leur travail et c'est toujours… moi, je trouve vraiment… Moi, je suis admirative devant les gens. Parfois, même des métiers où je leur disais ça va peut-être être difficile de reprendre parce que ce métier-là, il est particulièrement physique, il va falloir l'adapter. Et effectivement, les gens sont pleins de ressources, retrouvent la capacité d'adapter leur travail quand ils sont passionnés par ce qu'ils faisaient. Et moi, je trouve qu'on a vraiment de plus en plus de patients qui reprennent une activité professionnelle avec plaisir, avec un recul aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu. Après, il y a d'autres fois où c'est pas possible.
parce qu'il y a une fatigue qui est liée au traitement. Et je pense que c'est vraiment au cas par cas. Je pense qu'il faut essayer d'encourager le patient pour essayer de trouver avec lui des solutions. Mais après, quand on est sous immunochimiothérapie, on ne va pas dire c'est coûte que coûte, vous êtes en rémission complète, il faut retourner bosser. C'est pas possible parfois. Donc je pense que on est passé d'une situation où c'était quasi impossible à une situation où c'est possible maintenant dans un certain nombre de cas. Et il faut encourager les patients, que ça ne leur fasse pas peur, qu'ils puissent le discuter avec l'employeur aussi. Et comme le disait le docteur Macro, c'est très souvent le retour en mi-temps thérapeutique qui est la meilleure chose, de manière à pouvoir remettre un pied dans le travail de façon progressive et ensuite retrouver une activité physique, une activité physique, je suis trop branchée là-dessus, un métier. Une activité tout court. Ouais, une activité professionnelle qui convient. Mais moi, je trouve qu'on en a de plus en plus des gens qui bossent. C'était impensable. Hein. Mais c'est vrai que c'est le lien social aussi, le travail. Et donc, il y avait une question tout à l'heure sur l'immunodépression et les liens sociaux. Le fait de revoir les collègues, enfin de pouvoir avoir des contacts, de sortir de chez soi, c'est quand même énorme. Hein. Parce que la maladie, malheureusement, isole socialement. Hein. Quand en plus on est plus fragile vis-à-vis des infections, on est obligé de se protéger, on voit moins de monde. Le fait de pouvoir retourner au travail, mais c'est vraiment important. Mais je crois que, comme disait Cécile, c'est vraiment s'adapter au cas par cas, au travail, au ressenti, au vécu du patient. En tout cas, on n'a jamais obligé, je n'ai jamais vu aucun médecin à dire il faut retourner au travail. Et moi, je dis toujours, c'est vous qui décidez. Moi, je pense que c'est possible. Voilà, maintenant, il faut que vous en ayez envie. Et puis, Merci Cécile Sontag, vous avez beaucoup insisté sur l'activité physique adaptée, mais je ne suis pas étonné de cette position-là. On a rapidement évoqué le fait d'avoir une alimentation équilibrée. Alors il y a une question en disant, mais est-ce que l'eau gazeuse est recommandée pour les maladies biélales? Moi, j'espère que vous n'allez pas me dire que boire une bonne bière, c'est pas recommandé, parce que je serais vraiment très déçu. Mais voilà. Donc, combien de bières par jour, Bernard? C'est surtout ça. Non, mais j'ai dit de temps à autre pour se rafraîchir, et puis n'importe quoi comme bien. Voilà. Non, mais voilà. Est-ce qu'il y a des recommandations générales en matière d'alimentation? Enfin, je sais que pendant les traitements, il y a des choses qui sont pas encouragées, mais voilà. Est-ce qu'après, dans une vie normale, quand on est sorti des traitements, voilà, il y a des choses plus particulières pour lesquelles il y a lieu d'être attentif en matière d'alimentation? Non, je pense qu'il faut avoir une alimentation, comme on dit maintenant, saine, équilibrée, quand on n'a plus de traitement. Alors, pendant le traitement, bien sûr, il faut vraiment se méfier du sel et du sucre, notamment avec les corticoïdes, parce qu'on voit des personnes qui sont très sensibles, les joues qui s'arrondissent, il y a les problèmes de tension, mais il y a la diarrhée, donc on peut adapter son alimentation. Alors, j'ai dit, le Questran marche pas mal, là, parce qu'il y a quand même un trouble souvent de l'absorption des graisses. Mais quand on n'a plus de traitement, il faut se faire plaisir et manger ce dont on a envie. Hein. Et la bière, c'est permis de temps en temps. Et il y avait une question sur l'alcool, est-ce qu'il faut le proscrire? Non, si c'est à petite dose raisonnable, parce qu'on veut fêter un événement, parce qu'on est en famille, pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année. Enfin, encore une fois, il faut prendre vraiment son plaisir. On n'est pas là pour vous transformer en moine bénédictin. Quoique, il faisait des liqueurs. Je pense que les moines bénédictins se boivent un bon verre de temps en temps. Il faisait des liqueurs. Du bon, Bernard. Moi, je dis peu et que du bon. Voilà. Non, voilà. Il faut être raisonnable. C'est une question. Il vaut mieux peu, mais de qualité. Dans l'alimentation, c'est la même chose. Et dans les boissons, quant aux bulles de l'eau, bon, on ne va pas revenir dans les histoires de Perrier, des filtres, etc. Parce que ça risque d'être compliqué. Mais après, je pense que ce que disent aussi les patients, c'est que tout le monde cherche une situation radicale et miracle. Donc, il y a des patients qui disent moi, je vais faire un truc hyper radical, à éliminer la moitié des aliments parce que j'ai lu que cela était pas bon. Et on arrive parfois à des situations de malnutrition parce que il y a des situations, enfin des solutions trop radicales qui sont prises. Donc, je pense que oui, on peut être radical en disant qu'on veut essayer de diminuer au maximum les aliments ultra transformés. Ça, c'est vrai. Essayer de prendre des aliments qui sont plus bruts, cuisinés, en fait, tout bêtement, épluchés. Voilà, ça, c'est vrai. Mais après, faire un espèce de tri en disant il faut faire un régime hyper drastique, non.
il faut trouver l'alimentation équilibrée qui convient, garder un apport de protéines pour pouvoir garder du muscle, et puis ensuite voir avec le traitement quel est l'aliment qu'on supporte bien aussi, parce qu'il y a des fois, ça passe pas bien, notamment quand on est sous IMID au long cours. Donc, je pense qu'il n'y a pas de recette, et c'est ça que parfois les patients nous reprochent. Mais dites-nous, qu'est-ce que je dois absolument pas prendre, ou ce que je dois manger au gramme près. Et l'humain, il est multiple et varié, et les solutions diététiques aussi. Donc, il y a des bases à essayer effectivement de diminuer les sucres rapides, de diminuer les aliments ultra transformés, de limiter la dose d'alcool. Ça, c'est du bon sens en fait. Et vous n'allez pas avoir de cure détox en 8 jours qui vous fait diminuer le pic de moitié, ça ne marchera pas. Mais on va vous le vendre, hein. On va vous le proposer. Et c'est ça parfois qui est un peu déroutant. Oui, il y avait quelqu'un qui avait éliminé le lactose et puis qui fait un régime sans gluten, pourquoi pas, hein, mais la maladie n'entraîne pas d'intolérance au gluten ni d'intolérance au lactose. Alors après, si le transit est mieux, si la moins de diarrhée, pourquoi pas. Vous avez évoqué aussi, je pense que c'est Cécile qui a dit je n'hésite pas à orienter mes patients si nécessaire vers un kiné. Il y a une question qui a été posée par la place de l'ostéopathie. C'est quand même, je dirais, enfin, je ne sais pas comment positionner l'ostéopathie comme des soins ou des soins complémentaires. Alors, quelle est votre position, enfin, votre avis d'un point de vue général sur le fait de proposer à certains de vos patients de suivre des séances d'ostéopathie? Voilà. Moi, j'ai peur de l'ostéopathe avant le diagnostic du myélome, en fait. C'est ça qui me fait peur. C'est qu'actuellement, tous les nouveaux cas de myélome ont vu un ostéopathe avant d'avoir discuté avec un médecin. Et ça me fait peur. Mais une fois que le diagnostic est posé et que voilà, qu'on sait qu'on va proscrire des manipulations, il y a des ostéopathes qui font du bien aux patients. Et donc, c'est pas aussi tranché que ça. Vous voyez, il y a des fois où… mais il faut être face à un professionnel qui ne soit pas… un charlot, parce que c'est compliqué à trouver aussi parfois. Vous avez un pléthore d'ostéopathes avec des gens qui ont des diplômes qui ne correspondent pas à une formation médicale correcte. Et donc, c'est ça le risque, en fait. Et moi, je crains l'ostéopathe avant, en fait. J'ai eu des patients qui sont arrivés paraplégiques parce qu'ils avaient été manipulés par un ostéopathe. Parce que dans la population générale, j'ai mal au dos, je vais voir l'ostéopathe. Une fois que le diagnostic est posé et que on sait qu'il y a une fragilité osseuse, j'ose espérer quand même qu'un professionnel qui sait qu'il y a une fragilité osseuse, même s'il ne connaît pas les détails du myélome, il ne va pas aller manipuler quelqu'un qui a une fragilité osseuse avec un risque fracturaire. Donc, et après, il y a des ostéopathes qui font du bien à mes patients, donc je n'ai pas une réponse tranchée, mais j'avoue que j'ai peur de l'ostéopathe, franchement, avant. Je ne sais pas, Margaret, quel discours tu as? Moi, l'ostéopathie, j'ai peut-être un peu biaisée parce que ma fille est ostéopathe, mais il y a des écoles maintenant, notamment les Ostéo Lyon, où on fait de la recherche clinique. Elle travaille notamment à l'hôpital. Donc, si on s'adresse toujours pareil à quelqu'un de sérieux, parce que d'autant plus qu'il s'agit de techniques, pas forcément toujours validées, méthodes de mécanique, il faut s'adresser à des personnes qualifiées, formées, compétentes, mais ça peut rendre service, effectivement, pour la prise en charge des douleurs. Là, il y avait quelqu'un qui disait, malgré la page, je garde toujours des douleurs du rachis, est-ce qu'on ne peut pas me les supprimer, est-ce qu'on peut pas… c'est encore une fois, il faut essayer, mais toujours s'adresser à quelqu'un de compétent. Le bouche-oreille est souvent le plus utile dans ces cas-là. Le mieux, c'est de voir soit un kiné qui a une formation d'ostéopathie, ça existe, soit des médecins, ou des ostéopathes purs qui sont très compétents. Hein. Donc, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac en disant c'est des charlatans. Effectivement, une fois qu'on a eu les radios, qu'on sait comment est l'os du patient, c'est quand même plus facile de prendre la décision que quand on a une douleur, qu'on n'a vu aucun médecin, qu'on n'a pas eu de radio, qu'on va voir l'ostéopathe qui manipule, et qu'on se retrouve avec une fracture pathologique. Je rebalaye les questions. Je vois que sur les… Il y en a plein. Le choix d'apéritif, faut-il préconiser le champagne plutôt que le crément? On ne va pas revenir sur ce genre de questions. J'ai vu qu'il y avait une question, que signifie APA, c'est activité physique adaptée. J'espère qu'en sortant de cette webconf, voilà, hein, c'est comme Cécile Sontag nous l'a dit et répété, voilà,
nous inviter à reprendre une activité physique qui soit adaptée. Hein. Il ne s'agit pas, j'ai vu une question sur faire un séjour en altitude, why not? Oui, à Grenoble, oui. Voilà, mais enfin, je sais pas, on n'est pas fort. Notre challenge, ça ne doit pas être de monter le Mont Blanc, peut-être. Voilà. Alors, il y a la guérison, la question de la guérison, parce qu'elle est revenue 2 fois. Donc, on ne parle pas de guérison, la maladie. Le myélome reste encore actuellement une maladie chronique qu'on ne guérit pas, mais on commence à parler de guérison opérationnelle. Ce qui veut dire que les patients sont en rémission pendant très longtemps. Mais des patients, moi, je vois, bon, ce n'est pas la majorité, hein, loin de là. Il y a des patients qui ont été greffés, autogreffés il y a 10 ans, voire 15 ans, et qui n'ont toujours pas rechuté. C'est un faible pourcentage. Donc, certains patients, c'est une maladie qui est peu agressive. Les caractéristiques des cellules de la maladie, des plasmocytes, font que la maladie ne rechute pas facilement. En plus, avec les traitements actuels, on a un taux de ce qu'on appelle maladie résiduelle, ça, on en a sûrement parlé au moment du diagnostic du myélome dans une autre conférence, qui fait qu'on a des réponses vraiment très, très importantes. On ne voit plus de traces de la maladie, on ne voit plus la cellule, on ne détecte pas une cellule sur 1 million. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de maladie, mais en tout cas, elle devient indétectable. Et si cette maladie reste indétectable pendant des années, là, on peut parler de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, on peut se poser la question d'une guérison, entre guillemets, mais pour l'instant, ce n'est pas la guérison dans le sens où quelqu'un va vous signer un papier en disant, ben voilà, même après 3 ans, c'est ce que disaient les hématologues, on ne parle pas de guérison. Ça veut dire que la maladie ne rechutera jamais. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais il y a certains patients qui ont une maladie particulièrement peu agressive, qui répondent très, très, très bien au traitement et qui restent quiescentes pendant des années. Et il y a une telle évolutivité des traitements aussi que, bien sûr, que aussi c'est notre espoir à tous enfin, les médecins de voir des patients qui ont des rémissions longues et de pouvoir un jour parler de guérison. Mais pour l'instant, ben, et le message, il est là aussi, c'est-à-dire qu'il faut garder une surveillance, il ne faut pas faire l'autruche, en fait. Il faut garder une surveillance biologique, parce qu'on a quand même une pathologie où la biologie, elle nous aide à pouvoir traquer une révolutivité. Voilà, mais clinique aussi. Donc, c'est difficile à vivre pour les patients parce qu'ils disent, moi, j'aimerais tellement que vous me disiez, je suis guéri, docteur. Et c'est vrai que peut-être que la prudence qu'on a, bah, peut-être qu'elle va petit à petit diminuer avec certains patients et certains outils qui vont se développer. Je pense que dans les années à venir, on a effectivement, comme vous parlez, docteur Macro, l'outil de la maladie résiduelle, mais il est probable qu'on en développe d'autres dans les années à venir qui vont nous donner encore plus de certitude par rapport à la tranquillité qu'on peut apporter à nos patients. Pour l'instant, ben, je pense qu'il faut avancer avec les nouvelles thérapeutiques et puis ne pas perdre l'espoir que la maladie puisse être éteinte longtemps. Hein. C'est déjà quelque chose de vraiment intéressant et de garder une surveillance. Et puis, il ne faut pas oublier que le myélome est vraiment une maladie très, très, très hétérogène. Hein. En fonction d'un patient, il y a des patients qui sont en rémission 3 ans, des patients qui enchaînent ce qu'on appelle les lignes, c'est-à-dire des traitements successifs parce qu'ils rechutent tout le temps. Et puis, il y a des patients, comme je vous disais tout à l'heure, qui ont été autogreffés il y a 15 ans et qui n'ont pas de traitement, qui vont très bien. Donc, il y aura les progrès liés au traitement. Ça, on va parler de l'immunothérapie la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment le grand espoir. Et il y a aussi les progrès qui sont liés à une certaine sensibilité chez certains patients. On guérira peut-être pas tout le monde, mais on pourra peut-être guérir une fraction des patients dans le futur avec de nouveaux traitements. Ça reste un peu le Graal des hématologues qui s'occupent du myélome. Mais en tout cas, même quand on n'a plus de traitement, qu'on va bien, il ne faut jamais dire bah, c'est fini, je m'en occupe plus et tout va très bien aller tout le temps. Écoutez, je vois le temps passer. Je pense qu'on est maintenant arrivé à 19h. Juste une question, il y avait qu'est-ce qu'une rémission? Elle n'a pas dû assister à la conférence. Une rémission, c'est quand le pic a disparu dans le sang, dans les urines, qu'il n'y a plus de plasmocytes dans la moelle osseuse. Et comme on disait tout à l'heure, il y a maintenant des techniques beaucoup plus sensibles qu'on appelle la maladie résiduelle, où on arrive à détecter une cellule malade sur 1 million. Donc, quand ces cellules-là ne sont plus détectées, on parle vraiment d'une maladie en rémission complète avec maladie résiduelle négative. Donc, c'est vraiment là, actuellement en tout cas, le niveau le plus important de rémission qui puisse exister.
Donc oui, avant de donner rendez-vous pour la prochaine webconf, il me revient de Dr Macro et Dr Sontag de vous remercier encore pour votre disponibilité, parce que je sais que vous avez quitté vos consultations quelques dizaines de secondes avant de vous connecter à cette webconf. Voilà, que vos exposés ont été très clairs, très complets. Je rappelle aussi que finalement, remercie aussi finalement, il y avait plus de 200 participantes connectées à cette plateforme ce soir. Hein, et de rappeler aussi que si vous voulez revenir sur les questions abordées lors de cette webconf, qu'il y a un cours dédié sur la plateforme Yellownet, et c'est un cours qui a été travaillé par Sophie Delmer et Claire Dubré. Voilà. Claire Dubré que Cécile Sontag a soigné, accompagné et qui est malheureusement été emportée de son myélome. Mais voilà, c'est de lui rendre hommage que voilà, elle avait fait un travail énorme et c'était une personne vraiment admirable et très pédagogue. Donc je vous encourage voilà, à aller reconsulter ces contenus tranquillement à votre rythme et en fonction de vos attentes. Voilà. Et Margaret l'a cité, donc la prochaine webconf est fixée alors j'ai plus la fiche, je ne vais pas dire de bêtises, le 11. Oui, c'est le 11. Est bonne, le 11 juin, donc avec le professeur Karine Tarte, qui est immunologiste vraiment réputée, mais qui est vraiment extraordinaire à entendre nous expliquer des mécanismes qui ne sont quand même pas tout à fait très simples, hein, en matière d'immunothérapie, et elle sera accompagnée des professeurs Decaux et du professeur Touzeau, des gens bien connus de la F3M, hein, qui exercent respectivement à Rennes et à Nantes, voilà, pour évoquer donc toute la place de ces nouveaux traitements. Et bien encore merci à chacun, à chacune pour votre participation, pour les nombreuses questions qui sont remontées. Merci d'y avoir répondu en direct et j'espère qu'on aura répondu à un maximum de questions à l'oral, parce que c'est quand même plus agréable pour quelqu'un qui participe à une webconf de vous entendre que de lire des messages qui se succèdent dans le chat. Bonne soirée à chacune, à chacun, et puis à très bientôt. Merci à vous et à une prochaine fois. Voilà. Très bonne soirée à vous. Et merci à Audrey pour ce support technique performant. Elle est toujours un peu stressée parce que bon, elle voit les gens se connecter à 18h moins quelques secondes, mais finalement... Elle ne panique pas. Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça. Non, je pense qu'elle a besoin, après les webconf, de trouver un petit anti-stress, puis je lui fais confiance. Une petite bière. Non, une petite séance de pilates, ça ira très bien. C'est encore mieux, voilà. En tout cas, merci à tous de votre présence et effectivement, merci au docteur Sontag et au docteur Macro de répondre toujours présente à nos invitations. On vous souhaite une très bonne revision du replay pour ceux qui nous voient en replay et une très bonne soirée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.